La droite n'a tiré aucune conclusion de ces échecs. Il y a encore des petits génies pour être sûrs de leur certitude. On a parfois du mal à savoir quelle est la différence entre la ligne des Républicains et la ligne des macronistes. Sur bien des sujets, il y a des porosités. Il y a un point commun entre François Fillon et Valérie Pécresse. C'est qu'ils ont tous les deux perdu l'élection présidentielle. Il y a peut-être un moment où, quand on fait moins de 5% à une présidentielle, on se remet en question. Certains sont passionnés par Batman, moi c'était Chirac. Mais cette Europe qu'on a voulu substituer aux nations, elle n'a pas ni l'histoire, ni la puissance, ni la force, ni le récit que les nations pouvaient avoir. Et la droite sous Sarkozy a adopté le traité de Lisbonne au mépris de la décision du référendum de 2005. Parce que ça reste une plaie béante chez certains Français. Je pense qu'on a grandi avec cette idée que même la consultation suprême, qui est le référendum, pouvait être contournée ou ignorée. Et ça, c'est terrible. Frondeur dans son propre camp depuis la réforme des retraites, Aurélien Pradié incarne l'aile sociale du camp des Républicains, élu local du département rural du Lot. Il explique son parcours initié par une enfance atypique qu'il raconte dans Tenir bon, livre publié aux éditions Bouquin. Donc nous avons le plaisir de l'accueillir. Bonjour Aurélien Pradié. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour commencer cet entretien, on va parler un peu des retraites et pour introduire le propos, j'ai envie de vous faire réagir à une remarque d'un de vos collègues sénateurs LR, Bruno Retailleau, qui manifestement ne vous apprécie pas énormément, parce qu'il explique de vous, Aurélien Pradié, c'est un petit cri existentiel dans le vide de la réflexion, c'est assez violent. Qu'est-ce que ce genre de propos raconte de l'état actuel de votre camp politique ? Je ne sais pas si ça raconte quelque chose de l'état actuel de notre famille politique, ça raconte sûrement beaucoup de choses de l'état de notre vie politique. Bon, d'abord, je pardonne à Bruno Retailleau ces débordements de méchanceté, parce que ce qui nourrit souvent tout cela, c'est la frustration. Vous savez, il y a une génération à droite qui est particulièrement frustrée. Elle n'a jamais vraiment vécu une victoire électorale. Cette frustration-là, elle se rejette, répercute parfois sur les uns et sur les autres. Il se trouve que je suis la cible privilégiée de Bruno Retailleau et de ses frustrations diverses et variées. Mais au fond, ce qui est plus important encore, c'est de se demander ce qu'il advient désormais de la classe politique. C'est curieux de voir que certains de mes amis politiques dénoncent à tour de bras les excès de Jean-Luc Mélenchon et qu'eux-mêmes, dans leurs paroles politiques, se mélenchonisent à vouloir toujours être dans l'attaque et l'invective personnelle. La dernière chose que ça peut dire comme enseignement, c'est aussi le fait que la droite n'a tiré aucune conclusion de ses échecs. Ce qui me frappe, c'est de voir au fond aujourd'hui qu'après avoir échoué après 2 élections présidentielles, la dernière à moins de 5%, c'est-à-dire gravement, il y a encore des petits génies pour être sûrs de leur certitude, qui refusent toutes celles et ceux qui bousculeraient peut-être un peu. Et aujourd'hui, les irresponsables, à droite, sont ceux qui ne veulent rien remettre en question. Il faut peut-être ajouter une dernière chose. C'est que j'assume totalement le rôle d'être parfois celui qui met le doigt sur ce qui fait mal. Si je ne le faisais pas, je crois que je ne serais pas à la hauteur de ma génération. Le boulot de ma génération politique à droite, c'est de tirer les enseignements de nos erreurs. Singulièrement, cette remarque désagréable de Bruno Retailleau, elle vient au moment du débat sur l'immigration. Elle vient après que j'ai rappelé à mes amis sénateurs qu'ils avaient placé leur ambition très haut, en expliquant que rien n'était possible, par exemple si on ne réformait pas la Constitution de la République pour reprendre en main la politique migratoire, et qui, au gré des débats, ont reculé, ont négocié, ont revu leurs ambitions à la baisse et ont fini par être la petite force d'appoint du gouvernement. Évidemment, ça ne fait pas plaisir quand je rappelle à ceux qui ont parlé très fort en matière migratoire qu'au final, ils se sont couchés. Mais c'est mon boulot de le faire. Parce que si nous ne le faisons pas, nous finirons par mentir aux Français. Et je crois qu'on leur a assez menti. Alors ces critiques que vous faites justement à cette partie de la droite, vous l'avez faite lors de la réforme des retraites, vous l'expliquez bien dans votre livre, vous le racontez. Ces positions vous ont valu votre poste de vice-président exécutif des Républicains. Qu'est-ce que vous répondez, parce que ça aussi vous l'évoquez, à tous ceux qui vous accusent finalement d'avoir voulu faire un coup politique, peut-être pour vous faire connaître ou pour gagner politiquement je ne sais quel poste? J'ai défendu des convictions, alors on peut ne pas les partager, mais elles étaient très claires depuis le début. J'avais posé un jalon infranchissable. Cette réforme des retraites,
pour moi, n'était pas acceptable dès lors qu'elle punissait ceux qui avaient commencé à travailler le plus tôt. Comment peut-on être en contradiction avec cela ? Ça paraît évident de dire que celui qui a commencé à travailler à 16 ans, on ne peut pas, au gré d'une réforme des retraites, lui demander de travailler plus encore, souvent pour payer la retraite de ceux qui auront commencé à travailler le plus tard. Or, cette réforme des retraites, elle faisait peser tout l'effort sur celles et ceux qui avaient commencé à travailler avant 21 ans. Et j'ai donc, durant tous les débats parlementaires, mené le même combat constamment, en disant tous ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans doivent pouvoir partir à la retraite avec la durée de cotisation. Ça paraît un peu technique tout ça, mais ça révélait une valeur profonde, qui était le respect de l'effort et du travail. Et sur ce respect de l'effort et du travail, je ne transige pas. J'ai bien vu au fur et à mesure du débat sur les retraites que là encore, certains de mes amis politiques se contrefichaient en réalité du respect de l'effort et du travail, du respect de l'ouvrier qui avait commencé à travailler à 17 ans. Et que ce qui comptait, c'était d'être dans le camp des réformateurs. Vous savez, on devenait plus intelligent, plus respectable, plus notable si on était dans le camp des réformateurs, même si la réforme était injuste. Et à ce moment précis, moi, mais pas seulement moi, 18 autres de mes collègues députés n'avons pas voulu marcher dans la combine. Et nous avons dit non, nous préférons peut-être être accusés d'un coup politique, peut-être être accusés de ne pas bien comprendre, d'être moins intelligents que les autres responsables politiques, mais ne pas abandonner ceux qui avaient commencé à travailler le plus tôt. Et je me méfie toujours de plus en plus, et particulièrement depuis cet épisode des retraites, de tous ceux qui, dans l'intelligentsia politique, nous vendent l'idée que la réforme est bonne parce que c'est une réforme. Qu'il y aurait le camp de ceux qui ont tout compris, qui maîtrisent les chiffres, les intelligents et les responsables. C'est le camp du parti de gouvernement. Et puis les autres, tous ceux qui représentent ces Français modestes, qui ne comprennent rien. C'est insupportable. Et vraiment, je l'ai vécu comme quelque chose de douloureux pendant cet épisode des retraites, où il arrivait bien souvent que certains de mes amis me considèrent comme un crétin, parce que j'avais le malheur de défendre des Français qui peut-être n'avaient pas la voix qui portait autant que la classe dirigeante. Et écoutez, moi je n'abandonnerai pas, et je suis plutôt fier de ne pas avoir abandonné les ouvriers, celles et ceux qui travaillent le plus dur entre les mains de la seule parole de Mélenchon et de Le Pen. Et je pense que les 19 députés qui avons résisté au gouvernement, résisté à cette réforme des retraites mal préparée, improductive, dont on sait aujourd'hui qu'elle n'a pas porté ses effets, je pense qu'on a sauvé un peu l'honneur de la droite républicaine. Alors, je me permets de vous poser cette question, parce que notamment la droite, le programme électoral de François Fillon en 2017, le programme électoral de Valérie Pécresse en 2022, inscrivait le report de la date légale de départ à la retraite à 65 ans également. Donc, vous auriez également eu ces problèmes-là avec votre propre parti à ce moment-là. Sûrement, et sûrement que je l'aurais dit. Mais, il y a un point commun entre François Fillon et Valérie Pécresse. C'est qu'ils ont tous les deux perdu l'élection présidentielle. Enfin, on peut toujours avoir raison contre les Français. Il y a peut-être un moment où, quand on fait moins de 5% à une présidentielle, on se remet en question. C'est quand même absolument fou de se dire que la cohérence, ce serait aujourd'hui de continuer à dire ce qui a fait notre échec depuis 10 ans. Ça ne s'appelle pas de la cohérence, ça s'appelle de l'entêtement, pour pas dire pire encore que ça. Évidemment que j'assume de renverser la table par rapport à ce que la droite a pu dire depuis 10 ans. Moi je pense que la droite républicaine s'est perdue dans une espèce de période où elle a déconsidéré le peuple. Je pense que depuis 10 ans, la droite s'est coupée du peuple. Et je ne veux pas continuer dans cette voie. Donc si je ne veux pas continuer dans ce chemin, il faut parfois acter une rupture, quitte à passer pour le diviseur, le crétin de service, comme certains le disent. C'est pas grave. La vraie crétinerie, c'est de continuer de persister dans nos erreurs et dans ce divorce que nous avons installé avec la France populaire. Enfin, je vais vous dire une deuxième chose. Durant la dernière campagne présidentielle, lorsque j'étais député, j'avais moi-même, s'agissant du programme présidentiel, prôné le fait que la durée de cotisation devait primer sur l'âge légal de départ à la retraite. Parce que je considère que c'est ce qu'il y a de plus juste. Vous avez une durée de cotisation, quitte à ce qu'on augmente la durée de cotisation, mais vous commencez à travailler tôt, souvent dans un métier pénible et bassement rémunéré, vous devez pouvoir finir plus tôt que celui qui a commencé à travailler à 35 ans, après avoir fait de longues études et avoir eu comme premier salaire un salaire important et plus élevé que la moyenne. Ça paraît évident et juste.
Vous commencez tôt, vous finissez tôt. Vous commencez plus tard, vous finissez plus tard. Il y a encore dans notre pays une corrélation entre l'âge auquel vous commencez dans la vie active et les conditions de travail qui sont les vôtres. Le travail de nuit s'applique assez peu à ceux qui ont fait des études très supérieures et qui commencent à travailler plus tard. Les niveaux de salaire sont beaucoup plus faibles quand vous avez commencé apprenti ou ouvrier. Donc il y a cette corrélation. Ça, je l'avais porté durant la dernière campagne présidentielle. Je ne me suis donc pas du tout senti en incohérence avec les convictions qui étaient les miennes. Et pour le reste, j'assume une rupture. La bêtise, c'est de persister dans l'erreur, pas de vouloir s'en sortir. C'est ce que nous avons commencé à faire à quelques-uns durant la réforme des retraites. Alors je vous propose d'aborder votre parcours maintenant, parce que comme je l'ai dit, vous venez du Lot, et vous venez aussi d'un petit village en plein cœur de ce Lot, un département rural. Donc qu'est-ce que cet ancrage local vous a apporté de plus que vos adversaires politiques n'ont pas ? Je peux difficilement faire la comparaison. En tous les cas, moi j'étais totalement construit dans ce département. Je n'ai pas fait de longues études, ça m'est parfois reproché, mais je n'en ai aucune gêne. Je viens d'une famille qui ne faisait pas de politique, et tout a commencé dans le Lot, à 21 ans, quand je suis candidat au conseil général, face à mon instituteur, en mobilette. Enfin, autant vous dire que sur le papier, il n'y avait aucune espèce de raison que je sois élu. Je commence mon parcours comme ça, je deviens conseiller général à 21 ans, dans les conditions que j'évoquais, élu au premier tour, et je rentre dans un conseil général où il y a 31 conseillers généraux, 30 sont de gauche, quasiment. Et j'apprends très vite ce que c'est que le combat politique. L'adversité aussi. On ne me fait pas de cadeaux. Dans une terre de gauche, où moi, le type de droite incarne une forme d'anomalie politique. Cette adversité-là, elle m'a poursuivi tout au long de mon parcours. J'ai grandi dans un département où tous les notables étaient socialistes ou radicaux de gauche. Où j'étais, je le redis, celui qui était un peu à part de tout ça. Ça a sûrement forgé mon caractère. Et ce tempérament, parfois d'adversité aussi. Mais cette ruralité, elle m'a appris d'autres choses qui sont des valeurs essentielles. Celle de la fidélité, celle du respect des uns et des autres, celle de l'enracinement. Je vis toujours à l'endroit où j'ai grandi. Lorsque quelques années après, je suis devenu maire d'un village dans lequel j'ai grandi. Je suis devenu le maire de personnel qui travaillait à l'école, qui m'avait connu lorsque j'étais enfant et élève. Tout ça, ça crée une vraie considération pour les femmes et les hommes qui vivent autour de vous. Ça vous pousse à incarner les choses. Je pense que cette ruralité, elle fait de vous quelqu'un qui met des visages derrière des convictions et des combats. Alors c'est parfois compliqué, mais c'est aussi un atout considérable. Il n'y a rien de pire que cette politique déshumanisée, au sens où elle ne place pas de visage ou de réalité derrière les concepts qu'elle porte. C'est aussi ce qui fait que lorsque je suis arrivé à l'Assemblée nationale, j'ai immédiatement eu une réticence et ensuite une aversion pour la Macronie et ce qu'elle incarnait de manque de chair et d'humanité. Mais c'est aussi ce qui fait que parfois, je me suis battu dans ma propre famille politique contre ceux qui faisaient de la politique seulement de la métapolitique, qui maniaient des concepts à grand tour de bras, mais qui ne voyaient pas les blessures du quotidien, qui souvent les méprisaient, considérant que c'était des sujets de sous-préfecture, et qui ne faisaient pas ce lien essentiel dans la vie politique, qui est le lien entre les idées, les concepts et la réalité. Quand je mène la bataille sur les retraites, derrière les combats que je mène, il y a des visages qui me poursuivent, et qui me donnent aussi beaucoup de force. On a coutume de dire que le mandat de maire, c'est le plus beau mandat. Alors moi, la question que je me pose, c'est, déjà d'une part, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous l'avez ressenti pas comme ça ? Et justement, qu'est-ce que c'est que d'être maire d'une petite commune rurale, justement, qui a peut-être des particularités très spécifiques ? En plus, le département du Lot est un département plutôt vieillissant, éloigné de certains services publics. Donc, quel retour d'expérience vous en faites aujourd'hui ? C'est évidemment un des plus beaux mandats qu'il soit. Le mandat de député est aussi à mes yeux un très beau mandat. Je ne sais pas si c'est le plus beau. Ce qui est certain, c'est que c'est le plus formateur. Et que si je n'avais pas été maire, probablement ne serais-je pas le député que je suis aujourd'hui. Ce que vous apprenez lorsque vous êtes maire, c'est d'abord à respecter vos concitoyens. Surtout dans un petit village. Vous les connaissez tous. Et donc, une fois de plus, il n'y a pas de décision politique qui n'ait pas une conséquence immédiate
sur la vie de vos concitoyens, qui est votre propre vie d'ailleurs, puisque vous vivez dans le même village. Tout ça, ça donne une vraie exigence de la décision politique. C'est ce qui fait que, y compris lorsque j'exerce mon mandat de député, il n'y a pas un seul moment où je ne me demande pas quelles conséquences ça va avoir sur la vie des Français, et hier comme maire de mes concitoyens. Ça, je pense que cette idée que la politique n'est pas une distraction, n'est pas un job, comme certains macronistes le disent, c'est sûrement lié à mon expérience de maire. Ensuite, ça vous apprend aussi à faire corps avec une société. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous êtes maire, vous représentez toute la communauté du village. Pas des petites communautés les unes à côté des autres, mais un ensemble. Ça vous oblige à rassembler. Ça vous oblige à ne pas chercher en permanence à fracturer, à soigner une clientèle contre une autre. Vous devenez l'incarnation d'une entité un peu plus grande que vous, qui est une commune, qui est un village. Et ça, je pense que ça vous suit aussi dans les mandats que vous pouvez avoir après. Et vous semblez vouer une admiration dans ce livre, une admiration profonde pour le personnage de Jacques Chirac, ce qui m'a un peu surpris parce que nous faisons partie de la même génération, je crois que vous avez 38 ans, j'en ai 40, et c'est vrai que Jacques Chirac n'a pas forcément marqué autant l'histoire que certains hommes politiques de la Ve République. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent justement que son mandat a été plutôt marqué par l'inaction, par une ligne assez peu claire, et j'ai en tête notamment la réforme du contrat première embauche de Dominique de Villepin. Quelle aurait été la réaction du député Aurélien Pradié si jamais il avait dû la voter? C'est une bonne question, je n'en sais rien. Mais dans l'attachement que j'ai à Jacques Chirac, je le raconte dans le livre, il y a quelque chose d'irrationnel que j'assume. Moi, je vous le disais, je grandis dans une famille qui n'est pas une famille politisée. Mon père aime Chirac, mais comme on aimait un personnage pour autre chose que son idéologie, c'était le personnage que l'on aimait. Et donc moi, très, très jeune, je suis touché par l'amour que ce personnage-là porte vers les Français. C'est très irrationnel, je le compare à Batman. Quand on est gamin, certains sont passionnés par Batman, moi c'était Chirac. Est-ce que tout ça fait de moi un Chiracien par idéologie à cette époque-là? La réponse est non. Mais tout de même, on ne devrait pas négliger, et je l'ai appris au fur et à mesure du temps, ce que Jacques Chirac avait et que d'autres présidents de la République n'ont pas ou n'ont plus. D'abord, c'est le rapport au pays. C'est le respect des Français. C'est l'amour même que l'on est capable de donner à ses concitoyens. Je sais que ça paraît dérisoire au regard des grands sujets idéologiques. Mais enfin, quand vous vivez aujourd'hui avec un président de la République qui passe son temps à montrer qu'il ne supporte pas les Français, vous vous rappelez à quel point être président de la République, être capable de montrer un attachement et un respect à l'égard des Français, c'est aussi une des missions essentielles et fondamentales pour tenir la cohésion nationale. La deuxième chose, c'est qu'au fur et à mesure du temps, j'apprends aussi à quel point Chirac a peut-être négligé des sujets nationaux, mais à quel point, avec lui, la parole de la France portait, notamment sur la scène internationale. Et vous le voyez bien sur la question du conflit israélo-palestinien, par exemple, sur la question des relations que nous avions avec la Russie, Chirac a su faire ce que bien d'autres présidents de la République ne savaient pas faire. Il avait un rapport au monde, à l'international, aux cultures, qui faisait de lui un grand président de la République, un grand chef d'État. Il y a beaucoup à redire sûrement de sa gestion des affaires nationales. Mais il y a des éléments de l'histoire internationale qui redonnent à Chirac ses lettres de noblesse. Et puis il y a des moments de notre histoire nationale. Le discours du Veldiv était un discours extrêmement courageux, que Jacques Chirac porte volontairement et personnellement, et qui ressemble à ce que Jacques Chirac, à l'idée qu'il se faisait de son propre pays. Voilà, tout ça c'est ce qui me pousse à aujourd'hui considérer que Chirac, pour des raisons irrationnelles, mais aussi pour des raisons rationnelles, est un président de la République qu'on aurait tort d'oublier. Le Lot, en l'occurrence, c'est un département, on l'a dit, plutôt en déclin démographiquement, qui est totalement dépendant de la voiture pour la mobilité, des énergies fossiles, qui est en première ligne face aux différentes crises, on parlait de la crise climatique notamment. Comment vous pensez que ce département va pouvoir survivre ces 50 prochaines années? Et bien évidemment, j'extrapole à l'ensemble des territoires de la ruralité. Donc c'est vraiment votre regard d'élu local qui m'intéresse.
Sur la question de la mobilité, c'est évident. Il faudrait que Madame Rousseau et quelques autres viennent faire un petit stage en Lot et ils verraient que non seulement nous avons besoin de la voiture pour nous déplacer, mais que ceux qui aujourd'hui en ont le plus besoin ne sont pas les catégories les plus aisées. Souvent, quand il y a deux voitures à la maison, c'est parce que l'un et l'autre travaillent dans deux usines à des endroits très différents. Ceux qui peuvent télétravailler n'ont pas besoin de la voiture. Bref, dans le Lot, on a cette réalité qui est une réalité française, de la nécessité de se déplacer, y compris avec sa voiture. Mais notre ruralité a aussi des atouts qui aujourd'hui pèsent davantage par rapport à ce que nous avons pu connaître il y a quelques années. La qualité de vie dont on parlait souvent, qu'on considérait comme un décor, au fond on se disait la qualité de vie dans la ruralité c'est le paysage, c'est le bon air, les œufs de la ferme, etc. On mesure aujourd'hui à quel point cette qualité de vie a des conséquences sur la qualité de notre alimentation, et donc sur notre santé, sur la qualité des relations sociales, et donc de notre manière de vivre les uns avec les autres, sur la relation que nous avons avec les élus aussi, puisque dans nos territoires on respecte davantage les élus, dont on connaît la prise qu'ils ont au quotidien. Et puis on commence à voir des entreprises qui se développent mieux dans les territoires ruraux que dans les territoires urbains, parce que leurs salariés travaillent dans de meilleures conditions, parce que tout le monde se connaît et donc les capacités d'innovation, de collaboration entre les entreprises créent des écosystèmes parfois plus productifs que dans des régions parisiennes où tout le monde s'ignore. On commence à voir que la qualité de vie, c'est pas seulement un décor, ce sont aussi des valeurs, des atouts extrêmement profonds qui permettent et du développement économique et de l'innovation. En matière sociale, en matière économique, en matière environnementale, nous sommes des territoires d'innovation. Beaucoup plus encore que les incubateurs très urbains qui sont souvent artificiels. Il me semble que cette ruralité, elle est en train aussi de réincarner le temps long, qui est une valeur perdue et pourtant fondamentale de reconstruction de notre civilisation. Le rapport que nous avons au temps est différent. Jusque-là, il faisait de nous des étranges personnages, parfois qu'on considérait comme un peu arriérés. Je pense que ce retour au temps long est en train, dans nos territoires ruraux, de devenir un élément de transformation extrêmement positif. Dans ce livre, il est forcément question de politique et de votre choix d'incarner la droite dans votre conseil départemental. La question que je me pose à l'issue de la lecture de ce livre, c'est finalement pourquoi la droite ? Parce que je n'ai pas forcément vu de référence à des grands courants idéologiques, à des grands penseurs. Donc en fait, au final, je ne sais toujours pas pourquoi vous êtes un homme de droite plus qu'un homme de gauche. C'est sûrement mon histoire qui a fabriqué une partie de tout cela. Moi, je me méfie des idéologues qui nous expliquent qu'ils sont nés dans le berceau, à droite ou à gauche. Vous savez, ça crée les intégristes d'un côté comme de l'autre. J'en ai dans ma famille politique, il y en a à l'extrême gauche aussi, de ceux qui vous expliqueront que depuis le jour où ils ont poussé leur premier cri, ils connaissaient parfaitement leur Bible idéologique. Bon, tout ça est une farce, pour pas dire une folie. Donc je me suis construit, et je me suis construit dans la proximité avec les personnages de Chirac et d'autres qui sûrement m'ont influencé. Je me suis aussi construit dans une adversité locale. La facilité pour moi dans le Lot aurait été d'être de gauche, on me l'a d'ailleurs souvent proposé, ou d'être radical de gauche, qui était une manière de ne pas passer le seuil ou le cap, il y avait un sas intermédiaire. J'ai toujours refusé. Et j'ai vu l'hypocrisie de la gauche dans mon département, de cette gauche notable qui clamait sa générosité et qui se comportait de la pire manière dans la gestion des affaires publiques. Donc je n'ai jamais aimé ni considéré cette gauche hypocrite, que je retrouve assez souvent aujourd'hui d'ailleurs. Et ce qui fait sûrement de moi quelqu'un de droite, c'est que je ne me sens pas conventionnel. Tous ceux qui pensent que la droite est conventionnelle n'ont pas compris ce qu'était la droite. Historiquement, les grands personnages de droite ont toujours été des personnages assez hors système, assez révolutionnaires en réalité, assez idéalistes, pas des gens ennuyeux, rances. La droite historique, c'est l'inverse de tout ça. Et vous prenez du général de Gaulle, en passant par Georges Pompidou, jusqu'à Nicolas Sarkozy, pour ne prendre que ces exemples-là, ou Jacques Chirac, dans leur registre, ils n'étaient pas conventionnels. Et donc, je serais de gauche si j'étais conventionnel. Les rebelles, ils sont à droite, pas à gauche. Et peut-être qu'on l'a oublié. Peut-être qu'au fur et à mesure du temps, on a oublié que la droite, c'était aussi le panache. Dans le livre, je donne quelques références qui, pour moi, m'ont marqué, et notamment une qui est celle de Joseph Kessel.
Je ne sais pas si Joseph Kessel était de droite ou de gauche, il était gaulliste. Mais enfin, ces personnages-là, qui ne cédaient pas à l'air du temps, qui étaient capables d'y résister, étaient des personnages qui pour moi incarnent les valeurs, oui, du gaullisme sûrement, font des valeurs de droite auxquelles je crois profondément. Mais ne comptez pas sur moi en effet pour donner une idéologie étriquée de ce qu'est la droite. La droite, c'est la liberté, y compris dans les convictions, dans l'approche et dans le tempérament. Alors vous confessez à un moment du livre avoir une admiration pour Philippe Séguin, l'homme qui lutta contre Maastricht. En 2019, vous déclariez je suis issu d'une génération viscéralement européenne, mais je pense que pour croire profondément à l'Europe, il faut déjà croire profondément à la France. Est-ce que vous pensez que Philippe Séguin aurait adhéré à cette position ? J'en sais rien. Ce que je sais en revanche, c'est que Philippe Séguin luttait contre deux réalités qui se sont imposées à nous aujourd'hui. La première, c'est la fin de la nation. C'est cette idée que la nation n'a plus rien à apporter à son peuple. Et que donc il faut la substituer. Il faut lui substituer autre chose, qui serait l'Europe. Mais cette Europe qu'on a voulu substituer aux nations, elle n'a pas ni l'histoire, ni la puissance, ni la force, ni le récit que les nations pouvaient avoir. Ça veut donc dire que, comme Philippe Séguin le disait, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et qu'on a voulu remplacer l'un par l'autre. C'est une faute gigantesque. Et au fur et à mesure qu'on nous a poussé à adorer l'Europe, on nous a appris à détester la nation. C'est cet écart qui s'est creusé. Les deux doivent aller de pair. Ça, je pense que Philippe Séguin y aurait adhéré. La deuxième chose à laquelle Philippe Séguin aurait sûrement adhéré, c'est l'idée que l'on doit toujours maîtriser son destin, quel que soit le destin que l'on choisit. Et aujourd'hui, la faute immense de l'Europe est d'avoir voulu déposséder les nations de leur souveraineté, au fond, de leur maîtrise du destin. Et c'est à ce moment-là que le divorce se crée et se fabrique. Et ça, je pense que Philippe Séguin y aurait adhéré. En tous les cas, moi, c'est l'idée que je me fais de l'Europe. C'est vrai que ma génération, notre génération, connaît viscéralement, presque mécaniquement, comme tel un environnement, la question européenne. Mais est-ce que pour autant on lui donne du sens ? On appartient à une génération, on essaie de nous faire rêver au projet européen en nous parlant d'Erasmus. Ça c'est formidable, on pourrait aller passer des mois à l'étranger, puis on nous expliquait qu'on pourrait payer en euros aussi, c'était tellement simple, on n'aurait plus de monnaie à changer. Si c'est ça le projet européen, on comprendrait bien que ça va finir par s'épuiser. Il y a une génération qui a connu le grand projet européen, celui de la paix. Ça voulait dire quelque chose, c'était pas rien. Il y a une autre génération qui l'a connu sûrement avec les grandes conquêtes de l'aérospatiale, par exemple. On comprenait ce que nous pouvions mieux faire ensemble, qu'on ne pouvait pas faire seul. Et aujourd'hui, l'Europe, c'est quoi ? Si c'est la déconstruction de nos cultures, ça n'a pas de sens. En revanche, qu'est-ce que l'Europe a à dire, par exemple, en matière de recherche médicale ? On a un défi qui s'impose à peu près à tous les pays européens aujourd'hui, qui est l'augmentation de la mortalité infantile, la mortalité des bébés. Qu'est-ce que l'Europe a à dire de rassemblement des forces et des génies de recherche sur ce sujet ? Qu'est-ce que nous avons à dire et à faire au niveau européen pour retrouver une souveraineté médicamenteuse ? Qu'est-ce que nous avons à dire pour lutter contre le sida, contre les cancers ? Voilà des grands défis européens qui nous rendraient amoureux de l'Europe. On n'est pas amoureux d'une administration, surtout quand on a le sentiment qu'elle veut nous déposséder de notre destin national. Mais qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment-là ? Vous avez un constat assez clair, mais qu'est-ce qu'on fait derrière ? Bien, c'est tout le défi, y compris qu'on aura au moment des élections européennes. Moi, je ne crois pas que l'Europe soit là pour manier des concepts. Je pense que la meilleure manière de donner à l'Europe du sens, c'est de lui donner un projet concret. J'en citais 3. Que demain, nous fabriquions une Europe de la santé, que nous fabriquons une Europe de la recherche médicale sur des grands défis du siècle que nous avons, les cancers en sont un, mais voilà un vrai sujet. Que nous soyons capables d'avoir une souveraineté médicamenteuse, sanitaire, au niveau européen, voilà un vrai sujet. Vous vous rendez compte que durant la période Covid, nous avons compris que nous n'avions non seulement plus la capacité à produire nos propres médicaments en France, mais même plus en Europe. Je pense que nos concitoyens comprendraient que sûrement nous serions plus forts si nous mutualisions nos forces de production de médicaments au niveau européen pour ne pas être dépendants des Américains. Voilà l'Europe à laquelle je crois, pas celle qui brasse de l'air ou qui surproduit de la norme, mais celle qui est capable de dire
voilà ensemble ce que nous allons faire pour changer notre vie commune. Pour le reste, il y a la nation, les nations qui sont capables de s'en occuper aussi. Vous avez déclaré également, là je vais vous reciter, une démocratie qui a peur du peuple est une démocratie qui meurt. Je n'ai pas peur du peuple. Alors, est-ce que c'est pas par peur du peuple que la droite, vous n'y étiez pas, mais la droite sous Sarkozy a adopté le traité de Lisbonne au mépris de la décision du référendum de 2005? Parce que ça reste une plaie béante chez certains Français. Donc vous, comment vous l'analysez et qu'est-ce que vous en pensez personnellement? Je crois que c'est plus qu'une peur du peuple. C'est un mépris du peuple. C'est plus grave encore. Et vous avez raison de dire qu'il y a là un péché presque originel. Un traumatisme dont on a sous-estimé les conséquences. Pour beaucoup de nos concitoyens, moi comme vous qui étions à l'époque des enfants, quasiment, je pense qu'on a grandi avec cette idée que même la consultation suprême, qui est le référendum, pouvait être contournée ou ignorée. Et ça, c'est terrible. Et voyez bien que l'affaiblissement de notre démocratie ne tient pas à une ou deux étapes de défiance, mais à une petite goutte qui progressivement vient percer la pierre. Vous avez ce contournement du référendum, vous avez la succession des 49-3, telle une goutte permanente qui vient inonder la pièce démocratique, et tout ça, petit à petit, finit par nous accoutumer à une démocratie dégradée. Tout se tient. Et si nous n'y mettons pas un terme le plus tôt possible, il y a un vrai risque de rupture par indifférence d'avec la démocratie. Moi, je pense que nous sommes à ce moment-là de bascule, plus grave que ce que l'on imagine. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que nous ne devions pas avoir peur du peuple lorsqu'on était engagé en politique, avec toutes les conséquences que ça représente, y compris parfois de perdre, d'être mis en échec. Et aujourd'hui, les portes de sortie, nous les connaissons. C'est la motion de censure, dont il n'y a aucune raison que l'on fasse un drame, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est le référendum ou la dissolution. Je me permets de vous interrompre sur le sujet, parce que souvent on voit qu'il y a des problèmes à voter avec et le RN et la France Insoumise par côté. Vous ne partagez pas ces craintes? Si, je peux les partager. Moi, je n'ai pas envie de coopérer politiquement avec ceux qui sont mes adversaires politiques. Et moi, je ne choisis pas. Je choisis d'être la droite républicaine. Donc, je n'ai pas envie d'être ni le sous-fifre de Jean-Luc Mélenchon, ni le sous-fifre de Marine Le Pen, ni le sous-fifre d'Emmanuel Macron. Voilà. Donc on ne me fera pas choisir entre les trois options, je veux créer la mienne. Enfin, en tous les cas, celle qui porte les convictions auxquelles je crois. Mais lors de la réforme des retraites, je suis allé au bout de ma démarche. J'étais opposé au projet, je l'ai dit haut et clair. L'Assemblée nationale n'a pas pu voter, puisque le gouvernement a usé de toutes les tactiques possibles, avec la complicité de la France Insoumise d'ailleurs, pour bordéliser l'Assemblée nationale, et aboutissant sur le fait que nous n'ayons pas eu de vote. On va jusqu'à un 49-3, la réponse évidente c'était la motion de censure, et à ce moment-là donc je vote une motion de censure, qui est une motion de censure transpartisane. Je n'ai pas de difficulté à le faire. Quand vous définissez le macronisme, j'avoue avoir été assez surpris, parce que j'ai l'impression que vous dites que c'est une sorte d'agglomérat entre la droite et la gauche centriste, mais, et j'en reviens à la question européenne tout à l'heure, il y a quand même une notion très européenne dans le projet macroniste. Donc pourquoi vous ne semblez pas partager ce constat? Je ne suis pas sûr qu'il y ait un projet européen. Il y a autre chose, il y a une vision mondialiste des choses. C'est très différent. Il y a une forme d'impuissance. Je pense que la Macronie a acté le fait que la nation, et donc le politique, pour ce qui nous concerne, n'avait plus de prise sur le monde. Qu'au mieux, il était là pour accompagner la fatalité. Et qu'il fallait... le talent du politique était de faire œuvre de pédagogisme. Chaque fois que les Français étaient en désaccord, on avait toujours un bon ministre pour venir nous expliquer que si les Français étaient en désaccord, c'est parce qu'ils n'avaient pas compris, et qu'on allait leur réexpliquer. Et vous voyez bien cette infantilisation permanente qui s'installe de la part de la Macronie, qui n'a pas vocation à changer les réalités, mais qui a vocation à les faire accepter. Ça, c'est la vision fataliste. Dans le livre, il y a un chapitre que j'ai appelé « Les gestionnaires de la fatalité ». Ce sont des petits gestionnaires de la grande fatalité.
Et c'est là que le désaccord est majeur. C'est d'ailleurs pour ça sûrement qu'ils ne croient plus en la nation. Parce que croire en la nation, c'est croire en la souveraineté. Croire en la souveraineté, c'est croire en la capacité des politiques à reprendre le contrôle, avec tous les risques que ça comporte, d'assumer ses responsabilités. Et ils ne croient pas en cela. Ce sont des brindilles dans la tempête. Eh bien, c'est là le désaccord fondamental que j'ai avec la vision d'Emmanuel Macron et de ses amis. Alors vous n'êtes pas tendre avec les députés macronistes, vous leur réservez quelques flèches, on va dire. Est-ce que le député macroniste de 2017 est toujours celui de 2022 ? Parce que vous vous attardez beaucoup sur le député de 2017 et moins sur celui de 2022. Est-ce que la fonction fait l'homme ? Ou, dit différemment, est-ce que l'Assemblée nationale est à la hauteur des enjeux du pays ? Les députés macronistes de 2017 et 2022 ne sont pas les mêmes. D'abord parce qu'ils en ont perdu en ligne, quelques-uns, que beaucoup sont partis dans le privé, faire fructifier leur mandat de député, parfois de manière assez éhontée, il faut bien le dire. Et non, ceux qui restent sont sûrement pas les mêmes. Je leur donne le crédit d'avoir progressé et d'avoir appris. Leur rapport au monde est le même. Leur rapport à la fatalité est le même. Ça, je ne crois pas qu'il ait beaucoup changé. Est-ce que l'Assemblée nationale est à la hauteur de la situation ? Sûrement que ce débat a toujours existé, en fait. Mais les macronistes ont trouvé dans cet épisode et dans cette période des alliés inattendus, que sont les députés de la France insoumise, qui, à force d'hystérisation, de bordélisation de l'Assemblée nationale, ont rendu un service immense à la Macronie. Puisqu'au fond, ça a été une manière pour les macronistes de ne pas assumer leurs responsabilités et de renvoyer toujours le regard vers les plus excités de l'Assemblée. C'est d'ailleurs pour ça que j'en veux beaucoup, moi, aux députés d'extrême gauche. C'est que je pense qu'ils ont servi la soupe à Emmanuel Macron et à Marine Le Pen, qui a profité de l'occasion pour se rendre plus notable et plus respectable en comparaison des autres. Mais l'Assemblée nationale, ça doit être aussi non seulement un lieu de respect des règles fondamentales, de tenue. Vous pouvez dire des choses très dures en respectant un certain nombre de préceptes fondamentaux, de sacralité du lieu. Mais l'Assemblée nationale doit être un lieu de vie, parfois d'agitation, de turbulence. Moi, je ne crois pas à la sceptisation du débat politique. Nous sommes les représentants du peuple. Quand le peuple est agité, il est légitime que l'Assemblée nationale le soit. Ah, je le redis bien, en respectant les règles. Et c'est là qu'il ne faut pas déroger. J'assume de mener des batailles avec tempérament à l'Assemblée nationale, parce que les temps sont en tempérament, mais en respectant toujours des règles de tenue. Certains se sont mis en tête à droite que nous pourrions être peut-être, sur un malentendu, les héritiers d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas vraiment le définir, mais si l'idée du populisme est de porter la voix du peuple, y compris celui qu'on n'entend pas, c'est un mot que je ne déconsidère pas. Enfin, comment est-ce que vous pouvez aller expliquer à un gars qui a commencé à bosser à 16 ans, vous avec votre costard comme moi, que c'est un feignant, qu'il a trop profité du système, que maintenant ça suffit, on va resserrer les boulots. Ah, c'est insupportable. Et je vois bien que tout le monde se revendique du gaullisme pour tout et n'importe quoi. C'est un mot que j'ai du mal à prononcer, parce que moi c'est un mot sacré, presque sacré.